Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce module spécial, module bonus intitulé Sexe et colonie. Vous voyez qu'on ne néglige ici aucun aspect de la colonisation française. Je voudrais vraiment que vous sortiez de ce cours avec une vision synthétique de ce qui s'est réellement passé aux colonies. Bon, parler de sexe et de colonisation est difficile pour plusieurs raisons, vous en doutez. La première, c'est que le thème n'est pas particulièrement favorisé par les archives et la documentation. Personne ne va au bordel à la maison close et on revient avec un carnet plein de notes qu'il verse aux archives de la Bibliothèque de France ou du gouverneur général de l'Indochine française ou de l'Afrique occidentale française, évidemment. Par ailleurs, dès qu'il s'agit de sexe, la boîte à fantasmes s'ouvre. Et c'est normal, c'est la question sexuelle est une question qui fait beaucoup fantasmer, quelles que soient les latitudes, que ce soit au tropique ou en Europe ou en Sibérie. Élément aggravant, la colonisation induit la brutalité et la domination. Donc le sexe, la domination et la brutalité, c'est un cocktail explosif et ô combien naturel malheureusement. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, la colonisation a été un viol. Je répète, la colonisation a été un viol. Je suis le premier à le dire et je le maintiens. Donc vous imaginez toute la charge émotionnelle, symbolique, électrique je dirais, autour de ce thème. C'est un thème qui est piégé. D'entrée, je vous rassure, la France n'a pas commis de viol de masse. Elle n'a pas eu de politique d'humiliation sexuelle de la femme coloniale ou de l'homme colonial. Elle n'a pas pratiqué ce qu'on pourrait appeler la politique de l'utérus, dans le but de démoraliser, le coloniser, de détruire toute capacité de réaction chez lui, de résistance. Il y a eu bien sûr des exactions, elles sont déplorables, elles sont condamnables, ce sont des crimes. Il y a eu des viols, mais il n'y a eu rien de systématique. Très important cet aspect-là de politique, de cet aspect-là systématique. Il n'y a pas eu de planification, il y a eu des exactions, des dérapages terribles. Mais la guerre, c'est ça, la guerre, la colonisation est une guerre aussi, c'est ça la guerre, c'est le viol. Et dans la guerre, la femme est un butin. Je suis désolé, c'est la vérité, de la guerre, elle est têtue. Donc je n'excuse rien, je n'excuse personne, je décris tout simplement ce qui s'est passé. Je me limite à ça, la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Si vous voulez vous indigner sur des viols de masse, sur une politique du viol à échelle industrielle, regardez, voyez ce qui se passe en RDC, Congo, Zaïre. De nos jours maintenant, où les milices congolaises et les milices à la solde du Rwanda et de l'Ouganda violent les femmes et les bébés. Aujourd'hui, 2021. Vous voyez, près de nous, la Bosnie, où Serbes et Croates, mais surtout les Serbes, ont violé les musulmanes dans des véritables camps de concentration du viol. Ça s'est passé hier, en 93, 94, 95, à 1h30 de vol de Paris. Donc une fois qu'on a dégagé cette question-là du viol systématique, il reste la question de l'amour. L'amour, love, amor. La question du sexe tarifé ou pas. Alors, ce que l'on peut dire, c'est que le sujet a dérangé au passé, a dérangé au plus haut point le système colonial. Imaginez-vous un Français ou une Française, pire encore. Imaginez-vous un Français qui se met en couple avec une Algérienne ou avec une Sénégalaise. C'est la fin de l'apartheid. C'est la fin de la supériorité supposée, c'est la fin de la supériorité d'une race sur une autre. C'est la fin de la colonisation. Il suffit de se mettre en couple avec un indigène ou une indigène pour que la colonisation s'effondre sur elle-même, parce qu'elle est un système dont l'oxygène se nomme discrimination. L'oxygène de la colonisation, l'air qu'elle respire, se nomme inégalité. Donc pas de surprise si je vous dis que les autorités coloniales ont toujours dissuadé les couples mixtes. Toujours dissuadé la rencontre sexuelle amoureuse entre indigènes et français européens. Comment? Par des tracasseries administratives, par la non-reconnaissance, par exemple, la non-reconnaissance des enfants issus des mariages mixtes. Ils ont été reconnus très tardivement dans les années 20 et 30, ça dépend des régions, et par la diffusion d'un racisme du quotidien, d'un racisme institutionnel, avec des mots péjoratifs, des attitudes. Elles ont aussi dissuadé, ces autorités coloniales, elles ont dissuadé les mariages mixtes par l'importation de femmes depuis la métropole, pour que les colons, les fonctionnaires, en général des hommes, aient de quoi s'occuper, pour qu'ils se marient, pour qu'ils batifolent. L'idée étant bien sûr d'éviter à tout prix les contacts avec les indigènes.
Or, ces hommes-là, ces colons-là, ces pieds noirs, ces fonctionnaires, ces militaires, quelle vision avaient-ils des femmes indigènes? On va essayer de se plonger un peu dans leur vision, dans leur fantasme, dans leur psychologie. Eh bien, contrairement à ce que l'on croit, à ce que je croyais au début, moi, de mon étude, la vision était contradictoire, hein. Ils avaient de l'attraction et de la répulsion. D'un côté, de l'intérêt, de l'exotisme, un intérêt très fort sexuel, mais aussi beaucoup de dégoût. Beaucoup de dégoût. La femme arabe, elle attire. Elle a toujours attiré, hein, voilée, la belle brune, mais elle a créé la répulsion par ses valeurs, ses mœurs, sa famille, le complexe de la famille arabe et son prétendu fanatisme. La femme vietnamienne, elle aussi, elle a beaucoup attiré. Le mâle jaune, la femme jaune, on disait le mâle jaune, mais elle repousse par sa dentition. C'est drôle, mais les Vietnamiennes de l'époque, surtout les pauvres, hein, les paysannes, utilisaient une sorte qu'on appelait la chic, une sorte d'herbe qui laissait les dents rougies ou noircies. Cette femme asiatique, cette femme jaune, elle a beaucoup séduit, mais elle a aussi fait peur, elle a causé une trouille pas possible aux Européens, parce que supposément, elle ment. Elle est elle est douée pour la dissimulation. Elle trompe le mari français avec un amant vietnamien ou avec un autre mari, avec son vrai mari, un Vietnamien. Elle élèverait mal les enfants. Voilà. Donc, comme vous le voyez, le fantasme était de mise. Était de mise concernant la femme asiatique aussi, la femme indochinoise. Pareil pour la femme noire, évidemment, la femme africaine. On la désire de toutes ses forces. Souvent, elle est offerte aux yeux presque nus ou très peu vêtus. Bon, vous avez là tous les lieux communs, la femme africaine, musclée, jolie, grande, forte et tout ça. Mais on dit aussi qu'elle n'est jamais satisfaite avec l'homme blanc, qu'elle est volage et qu'elle pratique la magie, dont la magie noire. Donc, vous voyez, le fantasme est partout. Du côté des indigènes, on n'est pas en reste, hein, je vous rassure. Hein. Si les Français ressentaient l'attraction, répulsion, parfois avec des clichés assez balourds, du côté des indigènes, c'est la même chose. Hein. Chez les Arabes, évidemment, blackout total. Les femmes arabes, musulmanes, arabes ou berbères, sont confinées. On n'en reparle plus. Chez les Asiatiques, c'est plus libéral. Hein, l'ambiance on n'est pas dans l'apartheid contre les femmes, même si les femmes n'étaient pas non plus à l'égalité avec les hommes, mais les femmes sont dans la rue. Donc c'est plus libéral, mais en général, on tente de dissuader la femme de se marier avec l'homme européen. On n'aime pas le mariage mixte, car il représente une perte. On perd une femme. D'un autre côté, hein, en Asie, en Indochine, on ne savait pas quoi faire des métis. On avait peur des métis, des gamins. Quand ils vont naître, qu'est-ce qu'ils seront? Ils seront-ils asiatiques ou français? Parce qu'il y a qui sont religieuses, hein, catholiques ou confucéens. Qui va les élever? Qui va les élever? Le père, la mère, les deux, au village, dans la ville, dans le quartier français. Souvent, le père s'en allait, pas toujours, mais souvent il s'en allait, il laissait les gamins avec la maman, qui devenait une charge pour le village. Donc les gens n'aimaient pas ça, les indigènes, les Indochinois. D'ailleurs, les bonnes sœurs, elles ont monté des orphelinats, des œuvres pour accueillir ces métis quand le village lui-même n'en voulait plus, ou quand la maman abandonnée par le papa français ne voulait plus revenir au village. En Afrique, les mœurs sont bien plus libérales, enfin sont aussi libérales qu'en Asie, mais là aussi il y a des problèmes. Les villages africains laissaient les femmes se marier avec les hommes européens. Cela dit, là aussi on avait peur des métis, on ne savait pas quoi faire d'eux. Comme je vous ai dit, quelle religion, quelle spiritualité, qui va les élever, sont-ils noirs, sont-ils blancs? C'est compliqué, hein, parce que le sort du métis est central, et lui aussi il pose problème pour le colonialisme. En fait, le métis est l'antithèse du colonialisme, parce que le métis est à la fois pouvoir et faiblesse. Pouvoir par son père français, faiblesse par sa mère indigène. C'est pas facile à vivre pour les métis aussi, d'être comme ça, déchirés, hein, explosés, disloqués. Dans Mémoire du fleuve, c'était un livre, c'était un récit plutôt, écrit par un garçon qui s'appelle Christian Dedé. Ça se passait au Dédé, je ne sais plus, je m'excuse. Ça se passait au Gabon, dans les années 30, 40, 50. Donc là, Christian Dedé raconte l'histoire d'un mariage mixte au Gabon, entre un blanc, un forestier, quelqu'un qui exploite la forêt, et une noire. Au début, tout va bien. D'ailleurs, tout va bien parce qu'ils n'ont rien à se dire. Donc, il n'y a pas de dispute, ils ne parlent pas la même langue. Mais tout de suite après, naissance d'un bébé, et la femme noire, elle s'échappe avec le bébé dans la forêt. Elle disparaît. Les deux disparaissent. Le père, affolé, parcourt la forêt vierge. Il finit par tomber sur le bébé, son fils, couvert de bandages, à même le sol, avec tout ce qu'il y a dans le sol, dans une forêt vierge, les termites, les insectes, les feuilles mortes. Le bébé malade, pâle, fiévreux. La mère pas loin à côté, et à la maman, elle dit au papa, écoute, c'est le sorcier de mon village, là où je suis né, c'est mon sorcier qui m'a demandé de lui amener le bébé.
puisque le bébé est malade, et on va le soigner à l'africaine. Donc on va le mettre on lui met le bandage, on le met au sol, à portée des bactéries et des animaux, et de je ne sais pas quoi, des insectes. Voilà. On est au cœur du drame colonial, hein, parce que la colonisation, comme un mariage, hein. D'ailleurs le mariage il augmente, il zoome sur le drame colonial. C'est la rencontre de deux civilisations. Cette rencontre, elle cause la douleur à l'une et à l'autre. Cette fille noire était malheureuse et le papa était malheureux. Le gamin est mort. Désolé pour le spoiler. Donc là, on vient de parler de l'amour, hein, du vrai, du couple, le mariage. Mais qu'en était-il du sexe tarifé? Eh bien, là aussi, bon, j'ai pas parlé du sexe, comment dirais-je, du sexe euh, non tarifé, puis par manque de documentation. Donc, pour le sexe tarifé, là aussi, dans les colonies, il y avait une très grande diversité, hein, l'empire était très divers. Le grand lupanar, hein, la plaque tournante de la prostitution dans les colonies, c'était l'Indochine. Un peu la Guyane, tout ça, mais surtout l'Indochine. Bon, la Guyane est hors de mon sujet, mais c'était vraiment l'Indochine, hein, même en prenant en compte la Guyane. En Indochine, il y en avait pour tous les goûts et toutes les bourses. Il y avait les bordels européens, tenus par des Européens, pour une clientèle européenne ou asiatique fortunée. Quand je dis bordel européen, je vous informe que les deux premières prostituées blanches de Saigon étaient deux roumaines. Et donc il y a eu beaucoup de filles qui sont venues d'Europe de l'Est ou même d'Angleterre ou ailleurs pour travailler dans les bordels européens pour une clientèle blanche ou asiatique. Bordel chinois pour français, bordel vietnamien pour français, bordel japonais, oui, oui, bordel japonais pour français, voire vietnamiens fortunés. À côté de cela, il y avait les meublés, donc des sortes de garçonnières, comme vous pouvez vous en douter, où clients et prostituées se donnaient rendez-vous en ville. Il y avait aussi des salles de théâtre, des salles de musique ou des maisons de la musique où on alliait le premier art, hein, la musique, le premier art comme on dit, au plus vieux métier du monde. Voilà, sans commentaire. Je laisse votre imagination imaginer ce qui se passait dans ces salles de musique. Voilà, côté orchestre. Et j'en oublie, hein, c'était une profusion de créativité chez nos amis indo-chinois et du côté de l'offre et chez nos amis français et européens du côté de la demande. Saigon et Hanoï, les grandes villes, ne savaient pas quoi faire de tant de lieux de débauche. Parce qu'il y avait quand même un trouble à l'ordre public, on était dans un monde puritain, même si le terme ne s'applique pas à la France, on était quand même dans un monde qui n'était pas le nôtre, hein, traversé par le porno, où tout a été banalisé. Donc les municipalités de Saigon et de Hanoï ont sévi. Donc ça veut dire édicter des arrêtés municipaux, appliquer des amendes, des fermetures administratives, une répression, avec la police, la brigade des mœurs, tout ça. Eh bien, résultat, la prostitution a gagné les villages, elle s'est répandue, elle a gagné les villages aux alentours de Saigon et de Hanoï, où les clients et les prostituées étaient hors de portée des contrôles, hors de portée hors de portée de la police municipale, des contrôleurs, des inspecteurs de la municipalité. Sachez que surtout à Hanoï, il y avait un problème administratif, il y avait une faille. La ville était colonie, je crois, la ville, et la région, la province autour était protectorat, ou l'inverse. Ce qui fait que techniquement, les contrôleurs de la municipalité n'avaient pas juridiction. Leur circonscription s'arrêtait aux limites administratives de la ville. Donc en banlieue, c'était Las Vegas. Vous aviez la jonction entre l'opium et le sexe. Vous aviez des pratiques très créatives, hein, vous savez, tout le raffinement asiatique, avec les fétiches et autres et autres. Le cours étant réservé, ouvert à toutes les classes d'âge, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, c'est assez hallucinant. Et vous avez aussi la nourriture, enfin la restauration non contrôlée, informelle, à l'asiatique, avec les normes d'hygiène qu'on ignorait, tout ça. Donc c'était vraiment, la politique de répression a permis au fait à une explosion du phénomène et son recours à la clandestinité. Donc le problème a pris de telles proportions, vous voyez que on a cherché des solutions. Et les solutions, on les a trouvées au Maroc, à Casablanca. Je m'excuse, je ne peux pas m'empêcher de rire. On les a trouvées à Casablanca, dans un quartier réservé qui s'appelle le Bouzbir. Bon, les Casablancais ne le savent pas. Le quartier existe toujours, mais les Casablancais d'aujourd'hui ne le savent pas. Personne... Bon, l'histoire n'est pas enseignée. Bon, dommage. Donc, Bouzbir, du prénom français, prospère. Donc, les autorités françaises, quand elles sont arrivées à Casablanca, elles ont trouvé des Français déjà qui avaient commencé à acheter des terres en avant de la colonisation. Des commerçants, des gens riches, ou même des exilés, enfin des expatriés qui ont dit, voilà, ils ont acheté des terres à la régulière aux Marocains. Et des terres agricoles.
Et donc, la municipalité de Casablanca, les autorités coloniales, ont exproprié ou racheté cette terre à ceux prospères, quelques milliers de mètres carrés, peut-être un hectare, quelque chose comme ça. Ils y ont fait un quartier planifié, un quartier nouveau, une ville nouvelle, si vous voulez, un quartier nouveau, entouré par des murs, donc fermé de partout. De l'extérieur, on ne pouvait pas voir ce qui s'y passe. Et il fallait passer par une seule ou deux portes ou une seule porte. Je crois qu'il n'y avait qu'une seule porte. Donc facilement contrôlable, les allées et venues, on pouvait le fermer si besoin. Dans ce quartier-là, il y avait un commissariat de police, il y avait un médecin, dispensaire, il y avait des cafés, il y avait des épiceries, des marchés, petits souks, et il y avait des maisons closes. Alors là, pour tous les goûts. Il y avait les Européennes, les Polonaises, il y avait les Africaines, il y avait les Marocaines, il y avait les riches, les pauvres, bon. Et dedans, l'idée, c'était de cacher la prostitution. Vous êtes dans un pays musulman, donc les choses sont très sensibles. Et en plus, de l'organiser, c'est-à-dire de contrôler l'interférence du crime là-dedans, de contrôler les filles, les maladies vénériennes, parce que c'est un problème d'hygiène. Et n'oubliez pas que parmi les grands clients, les clients réguliers de ce Bouzbir, il y avait les soldats français, français de souche, ou soldats tirailleurs français, enfin tirailleurs sénégalais, ou les soldats tunisiens, algériens de l'armée française. Ils étaient nombreux au Maroc, surtout au début. Voilà, donc c'était l'idée. Ça a très bien marché, d'un point de vue administratif. Hein. Très bien marché, pas eu de scandale à Casablanca. Tout le monde a fait son beurre et on n'en a pas entendu parler. À Saïgon, on s'est inspiré de ça. Imaginez les gars de Saïgon qui envoient une mission étudier le sexe tarifé au Maroc. Et ils ont même délimité des terres, ils ont démarqué des terrains dans la municipalité de Saïgon pour ça. Le problème, c'est qu'il y a eu des changements de la municipalité, le projet a traîné, et puis il y avait une telle demande, une telle soif du côté européen pour la femme asiatique, disait la femme jaune à l'époque. Il y avait une telle offre, parce que il faut voir que en Indochine, la prostitution n'est pas née avec la colonisation. Il y a toujours eu un raffinement du sexe tarifé avec les Chinois d'Indochine, qui avaient leurs propres fantasmes et leurs propres pratiques. Vous avez les Japonais aussi qui ont amené des choses. Donc vous aviez déjà, c'était un bouillon de culture. Hein. C'était pas le Maroc ou l'Algérie des années. Voilà, vous m'avez compris. Donc il y avait une telle pression du milieu, on va dire, de la prostitution, des proxénètes vietnamiens, et une telle demande du côté européen que bon, les autorités ont fini par baisser les bras. Et puis il y a eu la Seconde Guerre mondiale en 40 ou 41 je crois. Le Vietnam a été conquis par les Japonais et puis on n'en a plus reparlé. Après il y a eu la guerre de libération, c'était fini. Voilà. Donc Casablanca a été un exemple mondial pour la gestion rationnelle, je mets beaucoup de guillemets, pudique du sexe. Tarifé. Bon, je rigole, on ne devrait pas en rigoler, mais bon, le sujet est tellement grave, on a tellement parlé de sujets graves ces derniers temps que je me permets de rigoler un peu. Mais j'ai à l'esprit évidemment la gravité de la situation des femmes, l'exploration des femmes, il y a les maladies vénériennes, j'en parle pas pour pas perdre votre temps, enfin pour pas vous m'attarder trop longtemps, et puis il y a aussi la question coloniale, parce que parmi les clients je vous ai dit des bordels, des maisons closes et du Bouzbir de Casablanca ou d'ailleurs, vous aviez des soldats français, donc vous avez des conflits entre les locaux, les indigènes, par exemple les Marocains de Casablanca et les clients. Il y a eu l'affaire des Sénégalais en 1947, très grave, où des soldats sénégalais, donc des tirailleurs, donc des soldats coloniaux, qui travaillent pour la France, se sont battus avec des Marocains. Il y a eu une grande rixe avec plusieurs morts pour des histoires de sexe, parce que apparemment les Sénégalais auraient maltraité des Marocaines prostituées. Bon. Il y a eu des morts et tout, sur fond de racisme évidemment, entre arabes et noirs, sur fond de problèmes coloniaux, parce que la prostituée était marocaine, n'était pas roumaine ou bulgare ou autre. Donc il y avait les Marocains se sont sentis atteints et c'est normal dans leur honneur. J'ai dit que j'ai rigolé, mais je ne rigole plus là parce que le sexe a occupé un espace important dans la guerre de libération. Quand les peuples ont voulu se débarrasser de la France, ils ont commis des attentats ont été commis, des faits divers qui n'étaient pas des faits divers en fait, c'était des attentats ont été commis. Il y a eu des banques attaquées, des diligences attaquées si vous voulez, des trains qui ont déraillé, des commissariats attaqués, mais il y a aussi des policiers, des soldats français ou coloniaux qui ont été mutilés. On a mutilé leurs organes génitaux. En Algérie, pratique courante, on mutilait les soldats français
tombé en embuscade, en prisonnier, donc au mépris des accords de Genève sur les prisonniers, au passage, hein, et on leur mettait leur sexe dans la bouche. Pareil pour les civils français, les fermiers français, les Métidja ou d'ailleurs qui avaient le malheur d'être attaqués par le FNL la nuit, eh bien, les femmes étaient violées, en général, hein, j'exagère, les bébés étaient tués, enfin, bon, je ne rentre pas dans les détails, hein, et les hommes avaient, voilà, été mutilés avec tout ce que je viens de vous dire. À Casablanca, toujours, il y a eu des émeutes dans un bidonville, alors je ne sais plus si c'est Benpsik ou Carrière Centrale, peu importe. On est entre 53 et 55, je ne sais plus, j'ai un trou de mémoire. Là, les Marocains s'en sont pris aux Sénégalais, toujours les mêmes. Je ne rigole pas, je ne devrais pas rigoler, parce que c'est très grave. Mais ça vous rappelle que l'Afrique a conquis l'Afrique, hein. Le petit jeu de la repentance, si les Marocains le faisaient, ils devraient s'engueuler avec les Sénégalais toute la journée. Les Sénégalais, les Maliens, les Guinéens, parce qu'ils ont été l'auxiliaire de la France. Pas ceux d'aujourd'hui, mais leurs grands-parents. Mais bon, comme nous ne sommes pas complètement, pas encore tout à fait contaminés par l'Occident au Maroc, on n'a pas encore, grâce à Dieu, nous ne faisons pas ce procès stupide à nos amis sénégalais, guinéens, maliens, que j'adore d'ailleurs. Bon, donc les Sénégalais, des Sénégalais ont été pris à partie par les Marocains, la foule, les jeunes. On disait ça, les Yaouled, c'est les fameux MNA d'aujourd'hui, les mineurs non isolés. Ça me rappelle ça. C'est pas la même chose, bien sûr, mais ça me rappelle ça. Donc des mineurs comme ça, c'est pas un peu orphelins, désocialisés, lumpen prolétariat, vous voyez, de Casablanca. Ils ont encerclé des Sénégalais, les ont tués et ils ont coupé leur sexe et ils leur ont mis dans la bouche. Donc grand titre dans la presse française du Maroc avec voilà, la sauvagerie des Marocains, tout ça. Donc c'est pas drôle. Donc le sexe a aussi été un instrument de guerre psychologique. De guerre. Et je suis convaincu également que les armées françaises, lors de la répression du FLN ou même de l'Indochine, de Ho Chi Minh, ont certainement dû faire commettre des viols. Ça, il n'y a pas de contre les femmes indigènes. Là, il n'y a aucun doute. Hein, je ne veux pas. Moi, je vous décris comment l'arme du sexe a été utilisée. Aujourd'hui, au Congo RDC, j'en ai déjà parlé, le sexe est une arme de guerre. Une arme de guerre. Et je rends hommage au docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, grand gynécologue, grand réparateur. Il le dit lui-même, je reprends le terme, il fait de la réparation, j'ai du mal à le dire, des enfants et des femmes détruites par le viol. Bon. Des enfants, des femmes et des hommes adultes, hein, parce que bon. Ok, bon, donc c'est ça la colonisation. Revenons à notre sujet, c'est ça la colonisation. Vous avez l'horreur du viol, vous avez l'horreur, même si le viol n'a pas été systématique, vous avez l'horreur des mutilations à caractère sexuel, vous avez le Bousbir de Casablanca, vous avez le Las Vegas asiatique, le mâle jaune, hein, cette passion du français pour la femme jaune ensorcelant, tout ça. Vous avez le drame du métis, vous avez aussi l'amour. L'amour est là, l'amour a existé. Il a existé l'amour. Donc ne soyons pas tranchants. Et je vous raconterai pour conclure, c'était pas prévu au programme, mais je m'en souviens. J'ai lu un livre il n'y a pas longtemps d'un Américain, franco-américain, qui était appelé en Algérie. Et à un moment, il a connu une jeune, belle demoiselle arabe qui vivait, une musulmane, qui travaillait dans l'administration française. Et, je ne sais pas, moi, archiviste, secrétaire, je ne sais pas, assistante. Et ils ont commencé à sortir ensemble. Bon, imaginez-vous dans la peau du franco-américain, la femme arabe, c'est la femme interdite, elle est jolie, elle est belle. Enfin, de toute façon, toujours la femme d'autrui est toujours plus belle que celle qu'on a à la maison. Je pense que c'est une dérive universelle. C'est un défaut universel, je trouve. Donc, voilà, il est tout excité, musulmane en plus, tout ça. Vous avez tout l'orientalisme derrière qui s'excite, qui s'éveille. Et cette fille, fort jolie, elle l'amène chez son père. Il lui dit, je t'en montre voilà, tu vas voir mon père. Donc lui, il se dit, bon, c'est un piège, c'est pas un piège, c'est une embuscade. Pourquoi elle veut que je voie son père? Est-ce qu'il veut se marier? Moi, je veux pas me marier. Enfin, bon, voilà. Et donc, il découvre, quand il va chez son père dans la Médina arabe d'Alger, il découvre que le type était aveugle. Et donc, le bonhomme, il est gentil, le père, voilà, il offre le thé, il discute. Et la fille algérienne, musulmane, elle commence à avoir une attitude indécente avec le franco-américain, avec le soldat colonial. Elle commence à l'embrasser, à le caresser face au père.
Voilà la scène extraordinaire. Vous avez là tout l'imaginaire colonial. Vous avez toute l'explosion, la dynamite coloniale au même endroit. Vous avez l'image du père, impuissant, castré, parce qu'il est aveugle. Vous avez les yeux crevés, si vous voulez. Vous avez l'amour interdit qui est la base du colonialisme. Parce qu'il faut l'inégalité, il faut l'apartheid entre les gens. Vous avez l'attrait pour la femme indigène, la femme inférieure, la femme du peuple vaincu. Vous avez une espèce d'attrait en réaction symétrique de la femme vaincue pour l'homme puissant, parce que le soldat, on peut dire qu'il représente la puissance, le tank, la France, le pays puissant qui a colonisé l'Algérie. Vous avez aussi une rébellion de la femme musulmane contre le patriarcat musulman, parce qu'elle embrasse elle sort avec le soldat français, franco-américain, en plus elle l'embrasse devant son père. Vous avez un peu évidemment de l'érotisme là-dedans, et finalement on se dit qui domine qui? Moi, j'en sais rien. Qui domine qui? C'est la fille, c'est le soldat qui est mené comme un toutou par la nana qui a du sexe à pile. Voilà. C'est ça le colonialisme. C'est ça aussi le colonialisme. Donc ne vous laissez pas guider comme ça par des militants qui ont un agenda politique bien particulier, qui vous font le zoom sur un seul aspect. Non, c'est comme disait, je crois que c'était Gilberto Gil au Brésil, ou Tom Jobim, je ne sais plus, ou Vinicius de Moraes, donc le grand poète brésilien, musicien du XXe, il disait la vie, écoutez cette phrase, est très belle, la vie est aussi belle et complexe qu'un travesti. La vie est aussi belle et complexe qu'un travesti. Eh bien, je dirais, je prendrais une liberté poétique, une liberté, on va dire comme ça, d'artiste. Le sexe dans les colonies, les relations interpersonnelles dans les colonies sont aussi complexes et belles qu'un travesti, si vous voulez. C'est inclassable. C'est réellement inclassable et ne vous laissez pas embobiner, endoctriner par des gens qui veulent vous mettre ça dans une catégorie. C'est au cœur de la guerre d'Algérie, au cœur des massacres de l'OAS, de l'horreur de l'OAS, au cœur de l'horreur du FLN qui tranchait la gorge des enfants algériens et français, vous aviez ça. Vous aviez ça. Je vous laisserai le nom du livre, je crois que ça s'appelle ma bataille d'Alger. Je m'en rappelle, c'est chez l'éditeur Talendier à Paris. Merci, je vous invite à voir d'autres bonus, notamment le bonus sur l'Algérie, la grande erreur française.